Alors, s'il vous plaît, la Commission de la culture et de l'éducation reprend ses travaux. Nous poursuivons donc les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi 109, loi affirmant la souveraineté culturelle du Québec et édictant la loi sur la découvrabilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. Cet après-midi, nous allons entendre la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec. Je souhaite donc la bienvenue à Mme Charbonneau, présidente de la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour faire votre exposé. Ensuite, il y aura un échange avec les membres de la commission. Vous pouvez démarrer dès maintenant. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers membres de la commission. Je suis Ariane Charbonneau, directrice générale de la SPAC-AE, la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs. La SPAC-AE est une association qui représente depuis 44 ans les intérêts des auteurs de chansons et des artistes entrepreneurs francophones à travers le Canada et de tous les compositeurs de musique de commande au Québec. Elle regroupe aujourd'hui plus de 800 membres qui profitent quotidiennement de nombreux services offerts par la Société. Notre association est une voix reconnue au sein du milieu culturel canadien et québécois et agit pour assurer la reconnaissance du travail des créateurs et la mise en valeur des œuvres musicales dans un environnement technologique en profonde transformation, notamment à travers son initiative Musique. La SPAC-AE remercie la Commission de la culture et de l'éducation pour l'invitation à faire partie de ces consultations, ainsi que le ministre Mathieu Lacombe et son équipe pour leur écoute et leur ouverture au dialogue avec les acteurs du milieu culturel. Je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous. Une question de conciliation travail-famille. Nos créateurs canadiens ont besoin d'un cadre réglementaire qui protège leur travail, qui assure leur découvrabilité et qui valorise la création originale. Sans ces mesures, la musique et la culture francophone risquent d'être étouffées par la masse de contenus étrangers et de contenus artificiels. Nos musiques, comme vous le savez, racontent nos histoires, elles donnent une voix à nos communautés, à notre pays, à notre province, elles façonnent notre identité. C'est maintenant qu'il faut agir pour préserver notre place. Aujourd'hui, comme vous le savez, la découvrabilité des œuvres musicales francophones est dominée par de grandes plateformes internationales qui mettent de l'avant les contenus étrangers, surtout anglo-américains, au détriment des artistes d'ici. Résultat, nos créateurs sont absolument invisibles et leur musique aussi. La SPAC-AE appuie la volonté du gouvernement d'affirmer la souveraineté culturelle du Québec dans l'environnement numérique. Le projet de loi pose un jalon majeur en reconnaissant la découvrabilité comme un véritable droit culturel inscrit à la Charte des droits et libertés de la personne. La création du Bureau de la découvrabilité et la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique donnent au Québec les moyens d'assurer un suivi, d'évaluer les progrès et de consolider son rôle légitime sur la scène internationale. Cependant, pour que notre souveraineté culturelle devienne réelle et durable, il faut aussi bâtir une véritable autonomie numérique, c'est-à-dire la capacité collective du Québec à soutenir et à développer ses propres mécanismes, outils et structures de découvrabilité. Nous avons identifié 5 modifications clés qui permettraient au projet de loi d'atteindre pleinement ces objectifs. Ces amendements rendraient la loi plus inclusive, plus efficace et mieux adaptée aux réalités du secteur musical. Premièrement, le texte actuel vise les téléviseurs et les appareils audiovisuels connectés sans préciser clairement s'il s'applique aussi aux appareils audio comme les haut-parleurs intelligents. Or, ces appareils sont des points d'accès majeurs à la musique. Il faut donc s'assurer que la loi les englobe au même titre que les appareils audiovisuels. Deuxièmement, l'exclusion des médias sociaux créerait une faille importante. Des plateformes comme YouTube jouent un rôle central dans la découvrabilité, même si elles sont classées comme médias sociaux. Si cette exclusion était maintenue, on pourrait réglementer Spotify, mais pas YouTube. Une situation incohérente et inéquitable pour des services offrant les mêmes contenus. De plus, les plateformes évoluent rapidement. Plusieurs intègrent déjà des fonctions sociales. La loi doit donc viser les activités de diffusion culturelle, peu importe la classification de la plateforme. Troisièmement, le terme découvrabilité reste sujet à interprétation. La définition actuelle ne reflète pas le rôle concret des plateformes dans la mise en valeur des contenus. Chaque jour, pourtant, elles influencent ce que le public découvre. Nous proposons d'ajouter explicitement ces dimensions de mise en valeur et de recommandation à la définition du terme pour en assurer une application claire et efficace.
Quatrièmement, nous comprenons que les mesures de substitution peuvent donner une certaine flexibilité aux plateformes, mais elles risquent aussi de leur permettre de contourner des obligations prévues. Les mesures doivent être publiques, transparentes et évaluées selon des critères clairs. Cinquièmement, le suivi de la découvrabilité doit être fréquent et collaboratif. La collecte de données et la production du rapport devraient être effectuées annuellement dans un esprit de transparence et de participation du milieu. Le partage de données agrégées et anonymisées avec les associations culturelles permettrait de mieux comprendre les comportements d'écoute et de développer des outils communs pour améliorer la découvrabilité. Enfin, la loi devrait préciser que ces données doivent aussi servir à la promotion collective et à la mise en valeur de la culture québécoise dans l'environnement numérique. La prochaine étape sera celle des règlements, et c'est là que tout se jouera pour donner un réel impact à la loi. Afin d'en assurer une mise en œuvre efficace et cohérente, la SPAC-AE identifie 4 éléments clés à considérer. Nos recommandations visent à orienter cette phase de manière concrète, en phase avec les réalités du secteur musical, et nous souhaitons qu'elle soit prise en compte par le ministère de la Culture et consignée au Journal des débats comme expression claire des attentes du milieu. La SPAC-AE souhaite que cette mise en œuvre se fasse en collaboration étroite avec le milieu professionnel et qu'elle soit coordonnée avec la réglementation du CRTC afin d'assurer une approche complémentaire et cohérente entre les 2 paliers gouvernementaux. Premièrement, les règlements devront définir des critères précis et mesurables de découvrabilité musicale francophone. Ces indicateurs devront permettre de mesurer concrètement les résultats et d'évaluer l'impact réel des efforts faits pour la musique québécoise et francophone. La SPAC-AE recommande également d'harmoniser les métadonnées musicales et de continuer à soutenir leur standardisation, notamment à travers des initiatives telles que Métamusique, afin de garantir que les œuvres francophones soient adéquatement identifiées et valorisées. Deuxièmement, le Bureau devra disposer de ressources humaines et financières nécessaires pour remplir efficacement son mandat, assurer le suivi des obligations prévues par la loi et soutenir la mise en œuvre des mesures de découvrabilité dans l'ensemble du secteur culturel. Troisièmement, nous croyons qu'il faut aussi mettre en place une structure de promotion collective multisectorielle complémentaire au Bureau de la découvrabilité. Cette structure pourrait regrouper des comités sectoriels de la musique, de l'audiovisuel, de la littérature, des arts de la scène, pour coordonner les actions, partager les meilleures pratiques et assurer une meilleure cohérence entre les règlements et les réalités du terrain. Enfin, les sommes issues des amendes, sanctions ou en temps de substitution qui seront versées au Fonds de développement culturel du Québec pour être investies directement dans la promotion collective et contribuer à renforcer l'intelligence d'affaires du milieu. Ces ressources doivent demeurer dans le secteur concerné. Les fonds issus de la musique devraient servir la musique et ceux provenant de l'audiovisuel servir l'audiovisuel. La SPAC-AE vous remercie de l'opportunité de faire entendre la voix de ses membres et je suis prête à accueillir vos questions. Merci beaucoup pour votre exposé, Mme Charbonneau. Premièrement, je voudrais vérifier avec les membres de la commission s'il y a consensus pour permettre à Mme Massé, Sainte-Marie-Saint-Jacques de remplacer M. Zanetti, Jean Lesage. Merci. La parole est maintenant à la partie gouvernementale. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et que vous puissiez contribuer à ce que ce projet de loi, à l'adoption, aux travaux entourant l'adoption de ce projet de loi. C'est votre mission quotidienne de faire briller les créateurs de chez nous. Vous le faites très bien, merci pour votre présence. Je poserai peut-être d'entrée de jeu la question sur les médias sociaux. On a reçu votre collègue de l'APEM aujourd'hui qui partage, je pense, avec qui en fait vous partagez sensiblement le même avis sur cette question-là. Vous pensez que les médias sociaux donc doivent être inclus. Je serais curieux de voir de votre côté, quand on parle de YouTube, par exemple, pas de YouTube musique, mais de YouTube de façon générale, comment voyez-vous l'obligation, ou en fait, comment voyez-vous l'application de la loi? De quelle façon pensez-vous que ça devrait être appliqué concrètement? Bien, c'est sûr que il y a une incursion de plus en plus assumée dans l'industrie musicale. On le voit avec Vevo, TikTok for Artists, etc.
Du côté de YouTube, c'est la plateforme la plus utilisée pour faire des découvertes musicales au Canada et au Québec. Donc, pour nous, c'est évident que, par exemple, nos artistes qui mettent de l'avant des vidéoclips sur YouTube soient recommandés. Donc, l'idée, c'est d'être recommandé au même titre que les contenus qui sont pas francophones et qui sont pas québécois. Donc, ce matin, avec la PEM, justement, M. Payette nous parlait d'une distinction qu'il fait, c'est-à-dire un contenu, un utilisateur qui irait pour, je ne sais pas, voir des vidéos de recettes. Il nous disait, l'idée, c'est pas de lui pousser du contenu musical non plus. Par contre, un utilisateur qui va faire des recherches en lien avec la musique, là, l'idée, oui, c'est d'assurer une découvrabilité de ce qu'on produit en français. Est-ce que c'est votre avis aussi, spécifiquement? Tout à fait. Et souvent, par exemple, quand on regarde un contenu musical, par exemple, sur YouTube, YouTube va recommander tout de suite après une autre vidéo ou plusieurs vidéos. Et donc, l'idée, ça serait que on puisse continuer dans cette recommandation-là pour s'assurer que nos contenus soient vus. Donc, plutôt que de pousser un contenu anglophone ou américain, qu'on puisse, suite au visionnement d'un vidéoclip, par exemple, de Ariane Moffat, qu'on puisse continuer dans cette recommandation-là par YouTube. Et comment voyez-vous la distinction avec d'autres plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, que vous avez nommé, comme Instagram? Je ne sais pas si on peut inclure Snapchat là-dedans. Il y a des contenus musicaux, il y a des artistes qui sont là, qui font la promotion de leur contenu. Comment vous verriez l'applicabilité de la loi si elle couvrait les médias sociaux à des plateformes comme celle-là? C'est sûr que ça va s'appliquer à la période à la phase des règlements. L'idée, c'est de voir également les obligations de visibilité. Nous, en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est des résultats. Donc, on veut augmenter nos parts de marché. On le voit très bien avec les chiffres de l'OCCQ que les Québécois n'écoutent plus de la musique locale, francophone. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche basée sur des résultats. Donc, peu importe que ce soit des algorithmes, que ce soit d'autres processus de recommandation, que ce soit des listes éditoriales ou des recommandations directement, l'idée, c'est vraiment d'atteindre ces résultats-là. Et pour ça, ça nous prend des données. Mais je vais préciser ma question. Sur YouTube, je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'en termes d'écoute musicale, c'est une plateforme qui est très populaire. Donc, il y a beaucoup de Québécois, de Québécoises qui se servent de cette plateforme spécifiquement pour écouter de la musique, clairement. Par contre, sur une plateforme comme Instagram ou comme TikTok, c'est moins évident, en fait. Je postule, sans trop croire que je me trompe, que principalement les gens qui vont sur TikTok, ce n'est pas dans l'objectif principal d'écouter de la musique ou de faire une découverte musicale, mais souvent la découverte musicale, elle est amenée par les vidéos qu'on va écouter qui mettent en vedette une chanson ou un artiste. J'ai de la difficulté à voir comment une loi qu'on adopterait ici pourrait s'appliquer à la fois sur Spotify, Apple Music, disons YouTube, où ça me semble peut-être un peu plus évident, mais aussi sur des plateformes comme celle-là, avec ce type d'utilisation-là dont je viens de parler. Par exemple, sur Instagram, on peut ajouter, par exemple, de la musique à même des stories, par exemple. Donc, Spotify a déjà été intégré à Instagram il y a déjà de ça plusieurs années. Donc, l'idée, ça serait de, par exemple, promouvoir des contenus musicaux québécois, francophones, lorsqu'on intègre, par exemple, de la musique à même les contenus d'Instagram, que ce soit en publication ou en stories. Mais évidemment, l'article 20 et paragraphe 6 de la loi prévoit cette agilité-là pour justement avoir des exemptions. Donc, ça, c'est quelque chose qui se verrait ultérieurement, avoir la mise en œuvre concrètement de tout ça. Mais c'est sûr que c'est faisable. TikTok a des contenus principalement visuels
qui sont un peu plus, comment dirais-je, comiques ou s'ils atteignent un public cible qui est beaucoup plus jeune. Évidemment, c'est pas mon. Je ne suis pas une cliente de TikTok. Je ne suis malheureusement pas une experte de TikTok, mais je pense qu'il y a quand même des entreprises dont le modèle d'affaires est basé sur des données, de la technologie. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment que la volonté est là pour mettre de l'avant et recommander des contenus locaux, c'est faisable. Oui. Le comment à suivre. Bien, ça me semble... La question que je posais, puis j'étais curieux de savoir si vous aviez un avis là-dessus, parce que je pense aussi, comme vous, qu'ils sont capables de faire bien des choses. Par contre, je le répète, pour moi, TikTok et Instagram, par exemple, prenons ces deux exemples-là, ont un pouvoir qui peut être assez grand en matière musicale parce que, justement, parfois, il y a une tendance qui part et cette tendance-là, elle va mettre en vedette un extrait musical où il y a des gens qui découvrent de nouvelles chansons parce qu'effectivement, des utilisateurs ont choisi de mettre cette chanson-là sur une story. Quand on parle d'utilisateurs qui ont, disons, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, ça peut faire une différence pour la découvrabilité de cette œuvre-là. Par contre, les gens choisissent la chanson qu'ils vont mettre dans un moteur de recherche. Il n'y a pas nécessairement de propositions qui leur sont faites. C'est un peu ce que je veux dire. Il me semble que l'applicabilité, que l'objectif de la loi serait un petit peu plus difficile à appliquer dans ce contexte-là, mais je voulais voir si vous aviez peut-être Mais je comprends que vous me dites qu'ils ont des moyens de le faire. Ils ont des moyens de le faire et c'est sûr que la recommandation stimule la découverte. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il est possible quand même de travailler avec ces plateformes pour pouvoir recommander des contenus qui sont plus locaux. D'accord, super. Puis après, bien évidemment, je me dis si les gens, dans leur barre de recherche des vidéos musicaux, là, l'application est peut-être un peu plus évidente. Mais bref, ça répond à cette question. J'ai un collègue qui veut aussi, de ce côté-ci, vous poser une question. Parfait. Allez-y, Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Vous me faites signe, Monsieur le ministre, si vous voulez reprendre la balle au bon. Il reste 7 minutes. Madame Charbonneau, au-delà de la question qui revient pour tous les invités depuis le début de la semaine, à savoir médias sociaux, pas médias sociaux, qu'est-ce qu'un média social, qu'est-ce que la différence? Moi, il y a deux autres sujets que je veux, vers lesquels je veux vous emmener pour essayer d'éclaircir certains points. Par exemple, vous êtes en musique, là, parce qu'on avait des créateurs de contenu qui n'avaient rien à voir avec la musique, plein de témoins qui ont plein d'idées sur plein de sujets, mais vous êtes en musique particulièrement. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse une différence entre, et j'aime pas les termes, mais c'est ceux que je vais utiliser pour qu'on puisse en parler, amateur et professionnel? À partir du moment où on est sur toutes sortes de plateformes, où il y a toutes sortes de rencontres de paquets de monde, il y en a qui font ça pour gagner leur vie, il y en a qui font ça pour commercialiser leur art, et il y en a d'autres qui font ça pour le plaisir, et en même temps un peu la renommée, et peut-être éventuellement une carrière. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, puis là on parle de musique, mais après ça on pourrait parler de tout le reste, de ce qui serait couvert par cette loi-là. Est-ce qu'il faudrait faire la différence entre professionnel et amateur? Une question à 100 $. Oui. Donc, c'est sûr que je peux juste parler par exemple, pour le secteur de la musique. Pour nous, évidemment, c'est très facile de déterminer les contenus professionnels. On a des métadonnées. C'est des contenus professionnels musicaux qui sont financés par des fonds publics pour la majorité. On a, évidemment, ces contenus-là sont enregistrés auprès des sociétés de gestion collective. Ils ont des distributeurs. Puis dans le cas, par exemple, des contenus musicaux pour l'audiovisuel, ils sont régis par nos ententes collectives. Par exemple, la SPAC, elle a 9 ententes collectives pour encadrer le travail de la composition en musique à l'image et pour le théâtre. Donc, pour nous, c'est pas nécessairement un enjeu. C'est sûr que le projet de loi a cette agilité-là justement pour déterminer les paramètres. Il y a également tout ce qui est contenu d'intérêt.
tout ce qui est contenu qui génère des revenus, les contenus qui ont des métadonnées. Puis, tu sais, aussi tout ce qui est à partir du moment que tu embauches des professionnels et qu'il y a un encadrement via le financement, qu'on a un auditoire, une portée, je pense que c'est pas une mauvaise idée, Oui, puis c'est d'accord. quelque chose à considérer. J'ai une autre question pour vous, et juste pour pas finir, mais pour passer à l'autre question, dire que si c'était simple comme ce que vous venez de dire pour la musique, pour tout le reste, effectivement, ce serait une question à 100 000 $. L'autre question, c'est francophone ou québécois? Et puis là, ben ça ouvre la porte à toutes sortes de débats aussi. En chanson aussi, parce que Dieu sait qu'il y en a de la chanson francophone dans le monde. Mais pour d'autres considérations, il y en a qui voudraient ramener ça seulement au Québec. Vous êtes où là-dessus? C'est sûr que pour nous, ouvrir la porte à des contenus francophones, c'est une façon d'être très généreux avec les contenus francophones du reste du monde. Je pense que l'idée, évidemment, les contenus par territoire sont déjà couverts par la SODEC, en tout cas au niveau musical, par la SODEC, le calque Musique Action, et le CRTC, évidemment, est en train de réglementer à ce niveau-là pour tout ce qui est définition du contenu canadien. Mais je pense qu'effectivement, ça prendrait peut-être une question de territorialité, même si, évidemment, Mme Guévremont favorise la langue pour respecter les accords commerciaux. L'article 20, paragraphe 6, encore, nous donne cette agilité-là et donne des mesures spécifiques pour des contenus spécifiques. Il reste combien de temps, Madame la Présidente? 3 minutes, un petit peu plus. D'accord. Une dernière mini-question, monsieur. Parce que vous voyez tout de suite, là, effectivement, quand vous nous ramenez à notre première témoin, Mme Guévremont, il y a les accords commerciaux et tout ça. Mais il y a aussi le principe que le ministre est pas obligé de défendre, mais défend parce qu'il le faut, avec le reste des pays francophones pour aller se battre contre les grandes GAFAM et autres de ce monde, les grandes plateformes. Et on se demande jusqu'à quel point c'est pas juste un argument théorique, c'est qu'en pratique, un jour, on fera le poids au nombre, non? Exactement. Et je pense que, évidemment, le projet de loi est ciblé pour le Québec. Donc, évidemment, l'idée, ce serait de prioriser des contenus québécois, francophones. L'idée, c'est de faire en sorte que les Québécois puissent réavoir ce goût-là, ou enfin qu'ils puissent retrouver leur public, justement, que les artistes d'ici puissent retrouver leur public. Et je pense que pour pouvoir s'exporter, ça nous prend des assises fortes localement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. 2 minutes. Les 2 dernières minutes, en fait, ça ne prendra pas 2 minutes, mais je vais prendre le temps qui reste en conclusion, Madame Charbonneau, pour vous remercier d'être venue aujourd'hui, mais aussi pour vous remercier pour tout ce que vous faites en faveur de la découvrabilité. Là, vous n'en avez pas parlé, mais vous êtes derrière la plateforme Musique Québec. Tout dépendant, il y a des gens qui le prononcent de différentes façons, mais très belle initiative à laquelle on a notamment contribué comme gouvernement, mais qui met de l'avant cette musique québécoise qui nous fait vibrer, qui est la trame sonore de nos vies. Et je sais que vous tenez beaucoup à ce projet-là, donc félicitations. Puis dernièrement, en plus, vous vous êtes exporté en Exactement. France, donc félicitations pour cette belle initiative. Puis soyez assurés que je suis ça avec beaucoup d'attention et qu'on sera là dans les prochains mois pour continuer de suivre ça avec vous. Merci, M. Lacombe. Merci à vous. Parfait. La parole est maintenant à la députée de Bourassa-Sauvé pour 12 minutes 20. Merci, Mme la Présidente. Bonjour, Mme Charbonneau. Un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui en commission parlementaire. Je vais moi aussi donc poursuivre sur la lancée de mes prédécesseurs, donc sur la question des médias sociaux. J'ai peut-être une question plus précise, là, parce qu'un peu plus tôt, donc dans votre échange avec le ministre, je vous écoutais. Évidemment, je pense qu'on a abondamment parlé de YouTube, donc la distinction entre YouTube et Spotify, YouTube étant classé comme un média social, mais dont les chansons professionnelles. Vous avez bien expliqué donc le cadre qui permet donc de décider si une chanson est issue d'un artiste amateur ou professionnel, donc se retrouve donc à la fois sur ces plateformes-là.
Et la distinction entre ce type de médias sociaux-là et, par exemple, donc, les Instagram et TikTok de ce monde, où la découvrabilité se ferait autrement. Un peu plus tôt, vous parliez, on va rentrer dans un exemple très concret, là, donc des stories. Vous dites, donc, parfois, il y a de la découvrabilité qui se fait comme ça parce qu'on peut créer du contenu éphémère à travers ce qu'on appelle des stories. Et à ce contenu-là, on peut ajouter des chansons. Et ce que vous tentez de nous expliquer, c'est que c'est possible qu'il y ait découvrabilité du contenu francophone à travers les suggestions qui sont faites à l'utilisateur qui crée sa story. C'est ce que vous nous énonciez? Moi, je pense que oui. C'est des entreprises, comme je disais tantôt, qui ont un modèle d'affaires qui est basé sur les données, mais aussi sur la technologie. Donc, je pense que ces recommandations sont faisables. Nous, on le voit à travers, par exemple, quand on publie aussi une publication sur musique, par exemple, on peut rajouter de la musique. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ces contenus musicaux sur ces plateformes-là puissent être vus, puissent être recommandés. Puis pour que la musique soit écoutée, ben, il faut que ces plateformes-là soient en mesure de recommander la musique. Parce que dans l'exemple que je viens de donner, il y a un catalogue. Donc, dans ce cadre-là, où on s'imagine, un catalogue virtuel. Donc, dans ce cadre-là, il y a une certaine faisabilité, même s'il s'agit d'un média social, pour être en mesure d'encadrer donc une certaine pratique là, qui sort du rôle de l'usager ou de l'action concrète qui est posée par l'usager. Exactement. Donc, par exemple, pour un artiste, aujourd'hui, tu peux avoir affaire avec un distributeur. Le distributeur va déposer le même contenu sur toutes les plateformes. Et par exemple, dans le cas d'Instagram, il y a Music Match où on peut rentrer l'artiste ou enfin l'équipe de l'artiste peut rentrer les paroles, par exemple, dans Music Match qui est connecté avec Instagram. Donc, beaucoup de choses sont faisables. Évidemment, c'est pas mon rôle de nécessairement dire comment atteindre les résultats. L'idée, c'est vraiment de revenir sur l'approche globale. Donc, on veut une part de marché, on veut que nos artistes soient écoutés. Il n'y a rien de plus déprimant pour un auteur-compositeur de créer une chanson et que cette chanson-là soit jamais vue. Le Québec finance la création, la production, la mise en marché de nos contenus. Et pour nous, c'est dommage que ces investissements-là ne voient pas le jour sur ces plateformes. Aujourd'hui, les auteurs-compositeurs, les interprètes aussi, compétitionnent contre les catalogues passés, donc les Beatles, les Led Zeppelin, etc., compétitionnent contre leurs homologues actuels. Compétitionnent contre des artistes émergents, par exemple, qui proposent des nouveaux contenus musicaux, mais maintenant se compétitionnent contre des contenus synthétiques également. Donc, tout ça pour dire que pour un artiste aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'être visible. Je donne souvent l'exemple de la musique québécoise qui est comme le pull jaune dans un magasin. À partir du moment que tu rentres dans le magasin et tu ne vois pas le chandail jaune et que le chandail jaune est dans l'arrière-boutique, à côté des toilettes, ben, on n'achète pas on va pas acheter le chandail. Donc, c'est la même chose avec la musique. À partir du moment que notre musique n'est pas mise en vitrine, on ne peut pas l'écouter. Donc, c'est un peu le même principe que j'utilise cette analogie-là pour parler de cette visibilité. Oui, l'analogie de la boutique est intéressante parce qu'on le sait qu'il y a des stratégies de visibilité des contenus qui sont présentés aux consommateurs. Toujours sur les médias sociaux, votre collègue, M. Payette, ce matin, nous disait aussi que pour lui, l'exclusion était une erreur, notamment en raison d'accès à la donnée, que ça pourrait compromettre la capacité de pouvoir aller capter certaines données. Est-ce que vous êtes en accord avec cette affirmation? Tout à fait. Et c'est quelque chose que nous défendons également au niveau fédéral. Ça nous prend des données. Donc, l'exclusion des médias sociaux, dans ce cas-ci, va pouvoir potentiellement nous priver d'obtenir des données qui sont vraiment cruciales pour soutenir l'intelligence d'affaires du milieu. Merci.
Votre seconde recommandation, tout comme celle de M. Payette d'ailleurs ce matin, là, donc, portait sur la précision de la définition de découvrabilité, notamment quant au rôle concret des plateformes. Les échanges sont courts. J'ai eu l'occasion donc de lui poser des questions complémentaires. Donc, je vous la pose à vous. Donc, vous nous dites donc qu'il faudrait qu'on vienne préciser le rôle que jouent les plateformes parce que, bon, oui, il y a la question donc, des algorithmes donc, liés au choix des utilisateurs, mais il y a une portion de ces algorithmes-là qui sont poussés par les plateformes elles-mêmes, là, nonobstant les choix qui sont faits par les consommateurs une fois qu'ils naviguent sur ces plateformes. Donc, c'est ce que vous nous présentez ici quand vous nous dites qu'ils ont un rôle à jouer et qu'il faudrait le préciser. Tout à fait. La recommandation stimule l'écoute active. Donc, à partir du moment que, encore une fois, ce chandail jaune est mis en vitrine, qu'il est proposé, à ce moment-là, l'utilisateur peut ou ne peut pas aussi écouter la musique ou acheter le chandail en l'occurrence. Donc, je pense que la définition en ce moment, elle est peut-être un peu trop vague, elle est sujette à interprétation et elle se limite à cette notion de disponibilité d'un contenu en ligne et à la capacité de l'utilisateur de chercher la musique. Donc, l'idée, c'est de dire non, il faut absolument qu'on puisse reconnaître le rôle déterminant des plateformes dans le processus de mise en valeur et de recommandation. Ils ont la technologie pour le faire, ils ont les moyens aussi pour le faire. Que ce soit à travers des algorithmes, que ce soit à travers la promotion éditoriale ou du positionnement, par exemple, dans les interfaces. Merci. Parce qu'effectivement, donc, on entend souvent où il y a une présupposition que c'est effectivement, donc tout revient sur les épaules de l'usager, tout revient sur les épaules du consommateur qui, lui, donc, faire certains choix. Et donc, par conséquent, donc, les algorithmes vont s'adapter donc, à ce choix-là. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il y a une portion du rôle de recommandation donc, qui est fait par les plateformes qui va beaucoup plus loin que le choix là, qui est initial, qui est fait par l'usager une fois qu'il navigue sur une plateforme comme Spotify. Là. Absolument. Et on a été sous-recommandé depuis des années. On le voit. Là, on est sous-écouté. Et c'est pas pour rien que, par exemple, au niveau de la radio, on a des quotas. Et les chiffres de l'OCCQ le démontrent clairement. Qu'il y ait une association positive de l'écoute de musique en français, tout âge confondu, pour la radio. Donc, c'est cette mise en visibilité, cette mise en vitrine du côté de la radio, elle a fait ses preuves. Notre industrie a foisonné grâce à ça aussi, entre autres. Donc, je pense que ce principe-là devrait aussi s'appliquer aux plateformes numériques et en l'occurrence aussi, bon, les médias sociaux, comme YouTube. Merci, Mme Charbonneau. Ce matin, cet avant-midi, juste avant la pause, nous avons reçu Québecor qui nous a fait un plaidoyer disant qu'il était préférable d'inciter l'écoute sur des plateformes locales, donc et de se donner l'occasion de les développer lorsqu'elles sont inexistantes, donc y compris au niveau des plateformes musicales, plutôt que de promouvoir des contenus musicaux francophones sur des plateformes étrangères comme Spotify et YouTube. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de cet argumentaire-là qui nous a été présenté? C'est sûr que, bon, premièrement, je dois quand même souligner que Québecor est un partenaire médiatique pour musique. Donc, je vais faire attention à mes propos quand même parce que c'est un partenaire important pour nous. Et d'un point de vue pour nos auteurs-compositeurs, je dois dire que c'est impensable aujourd'hui pour un auteur-compositeur de ne pas mettre sa musique sur Spotify, de ne pas mettre sa musique sur YouTube et sur toutes les plateformes. Évidemment, on veut que la musique soit écoutée partout, dans le plus de plateformes possibles, que ce soit des entreprises locales ou étrangères. Merci beaucoup. Je vais me tourner donc sur la question des critères clairs et mesurables. Donc, vous nous dites par réglementation, donc il va être important donc que les critères précis et mesurables de découvrabilité musicale francophone soient créés. Est-ce que vous avez quelques exemples ici à nous proposer? Pardon, excusez-moi? Des exemples de critères. Donc, vous dites que les règlements devront définir des critères précis et mesurables de découvrabilité musicale francophone. Donc, vous évoquez la question des indicateurs. Donc, j'ai eu l'occasion de questionner quelques intervenants au cours des derniers jours, justement, donc sur les indicateurs. Donc, qu'est-ce qui serait une mesure de succès de découvrabilité? Donc, je vous pose la question, puisque votre mémoire en fait mention. Donc, si vous avez des exemples de ce que ça signifierait pour vous, donc de tels critères précis et mesurables.
Ben, ça serait, je pense que je vais me baser aussi sur l'approche réglementaire de mes collègues de la PEM. On parle d'impression, puis on parle surtout de provenance des écoutes. Je ne veux pas m'immiscer non plus dans les modèles d'affaires des plateformes et dire exactement quels devraient être les indicateurs précis. Je sais que mes collègues de la DISC en ont mentionné, mes collègues de la QPM aussi en ont partagé. Je pense que ça dépend aussi si on parle de l'audiovisuel, si on parle de la musique. Mais je vais revenir encore une fois sur une approche basée sur les résultats. L'idée, c'est vraiment d'atteindre les objectifs qu'on veut. On veut une plus grande part de marché. On veut que les Québécois écoutent de la musique francophone, québécoise. Donc, je partage simplement les propos de mes collègues de la DISC et de la QPM, mais en englobant surtout une approche basée sur les résultats. Donc, on veut une part de marché qui augmente. Merci. Structure de promotion collective multisectorielle, en 45 secondes, peut-être nous dire qu'est-ce que vous envisagez ici? C'est une structure, je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir une structure qui est indépendante, qui soit complémentaire au bureau, qui puisse encourager la promotion croisée des produits culturels, qui soutienne la promotion collective. Le GETAC en a parlé dans sa mesure 44, qui parle d'un organisme de promotion de l'audiovisuel québécois. Mesure 46 aussi pour tout ce qui est promotion croisée audiovisuelle musique. Donc, ces principes-là devraient être appliqués aux autres secteurs de la culture pour avoir une cohérence et aussi avoir un meilleur soutien. On a plusieurs initiatives. On a parlé métamusique, musique, la DISC fait volume, la DISC à l'école. Il y a la vitrine également. Donc, l'idée, c'est vraiment de mener des campagnes cohérentes et qui soient multisectorielles, mais aussi pour aller au-delà de ça, puis parler de promotion hors ligne aussi. Donc, d'aller éveiller les publics de demain. Merci beaucoup. Merci, Mme Charbonneau. Parfait. La parole est maintenant à la députée de la deuxième opposition pour 4 minutes 8. Merci. Bonjour, Mme Charbonneau. Continuons justement sur cette promotion collective. Pourquoi pas rattacher au bureau au lieu de créer 2 structures avec son indépendance, certes, mais plus proche, plus collée là, pour ne pas multiplier. Y a-t-il une raison pour ça? L'idée, c'est une proposition, c'est pas coulé dans le béton nécessairement, puis évidemment, il faut que ça soit concerté avec mes autres collègues dans d'autres secteurs également. Mais l'idée, c'est vraiment de mener des campagnes de promotion collective. Donc, c'est pas nécessairement de veiller à l'application de la loi ou de conseiller, mais bien de faire appel à une expertise du terrain pour s'assurer que les réalités du terrain reflètent effectivement ce qu'on veut faire. Parce qu'on peut faire toutes sortes d'initiatives, mais si ces initiatives ne sont pas promues, si nos contenus culturels ne sont pas promus de façon cohérente, c'est comme jeter un plat de spaghettis sur tous les murs. À un moment donné, il faut concentrer les efforts. Puis je pense que c'est aussi le but de faire rayonner aussi nos contenus au-delà de nos frontières et de faire en sorte que cet organisme-là puisse porter un rôle clé à l'international en coordonnant la visibilité de nos contenus, faire le pont avec des délégations du Québec, les ambassades du Canada ou des institutions francophones à l'étranger. Intéressant. Je pense pour l'inclusion des appareils audio, j'ai senti une ouverture de la part du ministre de ne pas laisser ça de côté, considérant que ça se développe de façon assez importante. En tout cas, je pense qu'on va continuer à travailler là-dessus. Au niveau des ententes de substitution, on n'en a pas parlé beaucoup. Vous êtes quand même assez clair dans votre mémoire à l'effet que c'est nécessaire de vraiment encadrer de façon stricte et que le milieu culturel y participe. Moi, j'ai une inquiétude, puis j'aimerais ça vous entendre. Tu sais, les grandes plateformes comme Netflix, Spotify, il me semble qu'ils risquent d'avoir un levier de négociation pas mal plus grand que d'autres, mettons, comme Bandcamp et
Et je crains qu'il y ait des espèces une distorsion entre les moyens que peuvent avoir ces plateformes-là. Donc, est-ce que vous partagez cette inquiétude-là, vous? Ou bien c'est dans ma tête? Non, tout à fait. C'est sûr qu'ils ont des moyens faramineux pour que ce soit, par exemple, payer des amendes ou avoir des ententes de substitution. C'est pour ça que le Fonds de développement des contenus culturels du Québec sera mis sur pied. Évidemment, à partir du moment qu'il y a un tort qui est causé à notre industrie, l'idée, c'est sûr de reverser ces sommes-là dans l'industrie. Mais c'est sûr que, bon, ces compensations devraient revenir, donc, comme je dis, à l'industrie. Puis, évidemment, il faut qu'il y ait une concertation publique, que ce soit un processus transparent. Et je pense que ce qui revient beaucoup dans cette consultation-là, que ce soit avec moi ou avec d'autres collègues et d'autres personnes qui ont comparu avant moi, c'est vraiment de concerter avec le milieu. Donc, qu'il y ait vraiment une collaboration avec le milieu culturel. Bien, merci beaucoup. Je n'ai pas eu le temps de parler des Autochtones, mais on pourra s'en reparler. Merci beaucoup pour votre participation aux consultations, Mme Charbonneau. Avant de conclure les auditions, je procède au dépôt des mémoires et des personnes et des organismes qui n'ont pas nécessairement été entendus lors des auditions publiques. Nous avons aussi reçu plusieurs dépôts au courant des dernières minutes. Je vous remercie de votre contribution à nos travaux. La Commission ayant accompli son mandat, on ajourne les travaux sine die. Merci.